Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis informaticien. Je travaille pour le groupe BPCE. Et depuis 10 ans, donc, depuis mon passage à l'université, à l'UBSU, j'ai lancé une activité de Green IT, comme je le disais, dans l'entreprise et qui est devenue maintenant, 10 ans, après pas mal de cheminement, puisque l'entreprise n'accueillait pas à cette époque-là, comme aujourd'hui, les entreprises le font, n'accueillait pas le Green IT comme une composante intéressante, spécialement rentable, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, enfin, en tout cas, on n'avait pas autant conscience. Donc, j'ai fait aussi un peu de bilan carbone, enfin, j'en ai surtout fait un très gros dans l'entreprise, mais c'est pas trop mon truc, j'ai arrêté de le faire, mais ça m'a donné l'occasion avec le plan d'action, de lancer l'activité du Green IT. Par ailleurs, j'ai cofondé un club qui s'appelle le Club Green IT, avec 4 entreprises en France, des grosses, SNCF, Pôle emploi, Renault, et puis BPCE. Donc, c'était des gens comme moi qui travaillaient et qui s'intéressaient au sujet. Et puis, on a commencé à faire de la sensibilisation, à faire des livrables. Et puis, de loin en loin, ça a grossi, c'est devenu un peu trop gros pour rester juste un petit club, sans structure juridique. Donc, on a créé l'Institut du numérique responsable. On l'appelle aussi l'INR, qui est maintenant objectivement une entité assez centrale dans le domaine et qui adresse les entreprises, mais pas que, les collectivités territoriales, les ESN, donc les entreprises de services numériques, et aussi pas mal de services du gouvernement. Je travaille beaucoup avec la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui s'occupe de gérer la transition, on va dire, numérique des entreprises, enfin des ministères. Et donc, on travaille avec la direction des achats de l'État, etc. Enfin, on fait pas mal de choses avec eux. Donc, on est un peu au carrefour de pas mal de sensibilités, pas mal d'organisations. Et donc, on a cette association au milieu, l'association 1901, et qui est faite de bénévoles, comme les membres fondateurs, et comme moi, et aussi des gens qui travaillent avec les contrats. Dans l'entreprise BPCE, on appelle ça architecte d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai une vue sur tout ce qui est transverse dans l'entreprise, dans la création des logiciels, on appelle ça la création des produits chez nous, et donc une vue transverse sur toute la chaîne de fabrication, le cycle de vie, on pourrait dire, du produit, du service numérique. Et à ce titre-là, je donne des indications sur les bonnes pratiques. Je vais dire comme ça, tout simplement. Alors, ce que je vous propose comme agenda aujourd'hui, c'est donc de parler un petit peu de la phase Green IT numérique responsable. Je commence à en parler. Quelques mots sur le climat, mais je ne suis pas un spécialiste des chiffres, je ne suis pas un spécialiste du climat. J'en parle parce qu'il faut que j'en parle, mais ce n'est pas moi qui les produis ces slides, c'est plutôt le Shift Project qui les fait très bien, ou le greenIT.fr qui fait aussi des études très pointues, très avancées. Vous allez voir que, vous allez sans doute le voir au fil des minutes, c'est pas trop mon truc, et je vais vous dire pourquoi. Il y a quoi je m'intéresse particulièrement, mais j'en fais état quand même. Je ne dénigre pas ces chiffres-là. Les travaux du GIEC ont montré il y a encore pas très longtemps, 4-5 jours, de la gravité de la situation. Alors, je m'intéresse au climat, mais je m'intéresse au climat dans la mesure où il il englobe l'être humain. Je veux dire par là que je ne suis pas un défenseur invétéré du climat pour le climat, mais je m'intéresse au climat parce que je m'intéresse à l'être humain dans son environnement, et c'est à ce titre-là que ça m'intéresse. Mais je m'intéresse autant aux problématiques environnementales que sociales ou sociétales. Donc, je parlais beaucoup d'inclusion, je parlais beaucoup d'éthique, je parlerai aussi beaucoup de frugalité, sobriété. Mais voilà, pour moi,
dans le contexte actuel, on ne peut plus traiter, enfin, selon moi, on ne peut plus traiter un problème environnemental sans traiter le problème social qui va avec. On peut prendre tous les exemples qu'on veut. À chaque fois, ça s'accompagne de problèmes sociaux, sociétaux, donc les deux se répondent. C'est pour ça que le numérique responsable, en fait, a décidé d'adresser le spectre entier, l'environnement, d'accord, mais avec le social, avec le sociétal, avec l'inclusion, avec quelque chose. Voilà, l'impact du numérique. Voilà, je vais vous donner des chiffres, et puis je vous donne aussi la présentation, les enjeux, et puis les leviers que je vois. Alors, je vais parler beaucoup au nom de la filière, au nom de l'INR, donc la Sécu. Je parle aussi beaucoup à mon nom, parce que j'ai des convictions aussi qui peuvent légèrement être différentes. Et je parlerai aussi au nom forcément de mon groupe BPCE, puisque je travaille pour lui. Et dans ce groupe, qui est un groupe de 105 000 personnes, on a lancé la direction de l'informatique et de la RSE, parce qu'on voit bien dans ce mariage le numérique avec la direction de l'IT, donc de l'informatique, le responsable avec la partie RSE. Donc on va dire que le numérique responsable, très prosaïquement, c'est le numérique au service de la RSE. Voilà. L'IT au service de la RSE. On n'est pas purement RSE, mais on travaille pour la RSE. Alors, je vais passer rapidement, puisque j'en ai parlé, et puis vous aurez les slides, mais c'est l'Institut du numérique responsable donc, qui a propulsé véritablement ce concept de numérique responsable il y a quelques années. Voilà, donc un acteur avec j'ai parlé des ministères, j'ai parlé de l'ADEME, je peux parler aussi du SIGREF, et puis actuellement, à l'AFNOR, on travaille avec d'autres entreprises sur comment on appelle ça, une norme en fait, une spec, on appelle ça, dans le jargon, on appelle ça une AFNOR spec sur l'éco-conception. Donc ça veut dire, on est en train de bâtir une spécification qui va servir à toutes les entreprises et à tous les particuliers, et à tout le monde en fait, distribué par l'AFNOR sur l'éco-conception des services numériques. Enfin, donc, en fait, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut prévoir, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut mieux éviter, etc. Donc voilà, donc je passe les livrables pour... alors si je parle quand même d'une chose, puisqu'on l'a fait pour Brune Poisson il y a quelques années, quand elle était encore aux affaires, la création d'un label numérique responsable, un label entreprise numérique responsable. C'est une commande de Brune Poisson qu'elle nous avait passée et qu'on a élaboré dans le cadre de l'INR. Donc voilà, et puis pas mal d'autres livres de livrables. Alors, l'INR, on dit que c'est un think tank, enfin, c'est un think do tank, ça veut dire qu'on ne fait pas que parler et que échanger des idées, mais on produit aussi, on produit des outils, des méthodes. Donc, c'est pas seulement des salons où on cause et puis on échange comme ça. Notre but, c'est de produire et de servir les entreprises, de servir les organisations, les collectivités et tous ceux qui sont intéressés. Alors, là, je vais passer sur l'autre ordinateur. Excusez-moi pour la compagnie, mais je vais vous faire écouter quelque chose. Par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes.
Négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables et les détruit de toutes parts et sous tout prétexte, en sorte qu'on voit des populations autrefois considérables s'appauvrir de plus en plus. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Antoine Mistère. Alors, donc ça c'est ce texte-là, ce texte lu, je prends mon micro, il apparaît, enfin, il vous apparaît sans doute assez actuel, enfin, voilà, assez contemporain. C'est un texte de Jean-Baptiste de Lamarck qu'il a donné, enfin, un écrit de 1815. En fait. Voilà, ça a plus de 2 siècles. Donc, Jean-Baptiste Lamarck, botaniste, muséologiste, biologiste, etc. Donc, il écrivait ça il y a 2 siècles. Quand j'ai écouté ça, j'ai un peu halluciné parce que je pensais que c'était un contemporain qui l'avait écrit, mais non, c'est bien lui, il y a plus de sens. Voilà, pour la petite histoire. Mais tout ça pour dire que les problèmes qu'on a aujourd'hui, finalement, bon an, mal an, ils sont un peu les mêmes qu'on connaissait au 19e et fin 18e, puisque Jean-Baptiste Lamarck est né au 18e siècle. Je continue. Alors, le Green IT, alors là, c'est pas très lisible, mais tout ça pour dire que le Green IT, c'était depuis les années 2000, on parlait de ça. Après, il y a eu une crise économique en 2008. Il y a eu la COP21 en 2015. On a parlé de numérique responsable en 2018. Après, il y a eu quelques crises, quelques lois, la loi Pacte 2019. Là, j'ai mis 2 fois, c'est pas la loi Pacte, la deuxième fois, c'est la loi REN, R2EN, du 15 novembre 2021, sur l'impact, qui traite de l'impact du numérique, l'impact du digital, voir comment on peut l'améliorer, et puis voilà. Donc, un peu la jeunesse du crédit responsable, très vite. Alors, je l'ai dit, on peut très, très basiquement dire que le numérique responsable, c'est l'IT, la technologie et le RSE. Donc, on va dire que le numérique responsable rassemble les deux. Et il faut qu'il soit évidemment en phase avec les concepts d'humanité, donc je parlais d'inclusion, d'éthique, de social, que évidemment, ça n'altère pas, au contraire, la préservation de l'environnement, et que toujours sous-jacent le côté économique, parce que on parle d'environnement, on parle de social, très bien, mais on parle aussi d'économie. D'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé que dans le développement durable et dans les 3 piliers, on a un pilier économique au même titre que l'environnement et le social. Donc, c'est quelque chose d'important, d'autant plus dans les entreprises quand on veut convaincre, pas seulement les entreprises, les organisations, quand on veut convaincre, il faut montrer que ça a un intérêt économique. Sinon, ça a beau être green, tout ce qu'on veut, ça n'intéresse pas les décideurs. Donc voilà, c'est très important pour convaincre. J'ai mis un peu de temps à le comprendre et un peu de temps à l'aborder, honnêtement, parce que ça me semblait un peu vide comme sentiment, comme action, mais je me suis rendu compte que non, pas du tout, il fallait absolument tenir compte de ça et ne pas évidemment en faire abstraction, sinon c'était fichu, on pouvait rien faire. Alors, les enjeux du numérique responsable, je vais passer assez rapidement, puisque vous allez voir, je vais un peu dériver de mes slides. J'ai pas de ligne vraiment tout à fait définitive sur la présentation. On va dire que les impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques, tout ça contribue au numérique responsable. Voilà, avec bien sûr la réputation, les collaborateurs, les clients, les nouveaux embauchés, etc. Tout ça, toutes ces parties sont sensibles à cet effort du numérique responsable. Alors, si je peux définir un petit peu comment réduire l'empreinte, en fait, je dirais que très simplement, et on le verra par la suite, fabriquer moins d'équipements, c'est-à-dire les conserver plus longtemps, va contribuer à réduire l'impact. On verra pourquoi, avec un petit schéma. On verra que la phase de fabrication-conception est la phase la plus coûteuse dans un produit. Si on prend une éolienne,
elle tourne, quand elle est en utilisation, elle tourne, elle fait du vent, enfin, elle fait tourner des alternateurs très bien, mais il y a une phase de fabrication, de construction avec des ressources qui sont loin d'être négligeables et dont on ne parle pas toujours. Bon, je peux faire un cours sur les énergies renouvelables et leur impact écologique, mais je veux dire par là que la fabrication, la construction, l'extraction, etc., c'est quelque chose de très coûteux d'un point de vue environnemental. Et pas que. Alors, je ne vais pas de côté des aspects sociaux des enfants, qui travaillent ou des conditions déplorables qu'elles suscitent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, donc utiliser plus longtemps, c'est pas facile. Hein, on a tous des smartphones, on a tous envie, ou certains plus que d'autres, de changer, d'avoir toujours quelque chose de mieux parce que on est pas mal axé sur la technologie et sur, voilà, sur des objets comme ça qui nous sont chers. Cependant, il n'empêche que si au départ de la consommation, on ne se limite pas un peu et on n'est pas, entre guillemets, un peu raisonnable sur les besoins, on va vite générer en fait une chaîne qui va être assez consommatrice et assez impactante. Donc, je parlerai beaucoup, c'est un peu mon dada, de frugalité. Alors, je ne vais pas parler de décroissance, je ne vais pas parler de choses comme ça, je ne vais pas parler de choses de l'âge de pierre, de la bougie, etc. Mais je parlerai quand même de frugalité, puisque ça me paraît être un maître mot dans nos consommations. Je ne parle pas que de l'informatique, mais l'informatique, finalement, c'est pareil qu'une garde-robe, c'est pareil que consommer des produits alimentaires, etc., ou des outils technologiques. En fait, voilà, on consomme, ça c'est le système qui veut ça, on peut critiquer ou avoir un avis, mais le système fait qu'on a besoin de toujours produire et consommer plus pour se maintenir à flot. Je ne vais pas rentrer dans des aspects politiques, mais en fait, le système, simplement, il veut ça. Donc, tant qu'on accélère, ça va. Si on commence à stagner, c'est là où on voit que ça commence à basculer. Donc, la finalité, la simplicité, l'inclusion, l'éthique des valeurs qui sont pour moi fondamentales. Et évidemment, derrière, il y a un tas d'économies, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, on peut en dire des mots, le réemploi, le domaine de l'entreprise sociale et solidaire. Alors, voilà, là je l'ai pris, je ne sais pas qui, ce truc-là, c'est. Normalement, les sources sont mises, mais. Donc voilà, le climat réchauffe, ok, 2020 la plus chaude. Donc je ne reviens pas là-dessus, on vous assène, on nous assène de chiffres, etc., qui sont là, qui sont assez impressionnants. On ne sait pas toujours si c'est grave ou pas. Des fois, on trouve que c'est bien. Des fois, on trouve que c'est dramatique. Bon, je pense qu'on va maintenant, ce n'est pas du tout mon sujet. Alors, ce que dit le GIEC, alors, là, il dit qu'il y a une hausse de température alors, qui va induire des montées des eaux, parce que le cercle polaire va fondre, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas du tout spécialiste. Mais il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Mais bon, c'est assez important puisque maintenant on commence à trouver des réfugiés climatiques parce que les deltas sont submergés, parce que des orages apparaissent, des tempêtes à droite à gauche, etc. Donc effectivement, il y a un sujet. Si je reviens plus sur mon informatique, excusez-moi. Alors, on constate évidemment une augmentation des données. Alors, vous avez entendu parler de big data, d'intelligence artificielle qui se nourrissent de données. Donc, plus l'intelligence artificielle et le process de machine learning se développent, évidemment, plus les données, l'un impliquant l'autre, sont générées. Alors c'est vrai aujourd'hui, mais à une petite échelle.
on va voir que dans 5 ans, ça va déjà augmenter de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que la data, ça reste le maître mot partout dans les entreprises. On a de la puissance, on a de l'influence quand on a de la donnée. D'accord? Je ne fais pas un parallèle avec la Chine, mais on pourra en parler. La donnée, elle, là-bas, est prolifique et pose moins de problèmes qu'à nous. Je parle de reconnaissance faciale, de comportement avec des capteurs, etc. Donc, à ce titre, la Chine est très bien placée d'un point de vue data pour pouvoir mettre à disposition ces données à des process d'intelligence artificielle qui, eux, ces process, vont corréler les données et produire des process en tout genre dans l'industrie, mais pas que, dans le tertiaire, etc. Et puis aussi une chose qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup autour de nous un petit peu, c'est les objets connectés. Les objets connectés, c'est des capteurs, c'est des senseurs, c'est des, voilà, il fait chaud dans cette pièce, il y a un capteur, la salle est aux 3/4 plein parce qu'il y a un capteur qui le dit, etc. Ces capteurs, évidemment, c'est pas gros, c'est des petits objets, donc on va dire que c'est pas très impactant. Sauf que on en a maintenant des quantités assez phénoménales et ça va augmenter. Et surtout, les capteurs, ils ont besoin de discuter entre eux, parce qu'un capteur tout seul, ça n'a pas de sens, ça communique. Donc évidemment, ça communique. Pour communiquer, il faut des réseaux. Et puis des réseaux, il faut transférer les informations, les stocker, les dupliquer, et après les monter dans des process d'intelligence artificielle, etc. Donc un petit capteur qui par ailleurs n'est pas récupérable au niveau du déchet, parce qu'il est trop petit et c'est pas rentable. Donc, il génère des déchets, et en plus de ça, il génère de la fabrication et il génère des flux de données. Voilà. Ces fameux flux de données qui sont intéressants d'un point de vue impact, pas tant sur le stockage. On parlera un peu de stockage et de data center tout à l'heure, pas tant sur le stockage, mais sur les échanges qu'il génère. Donc, des échanges, des duplications, des sauvegardes, plein de choses. Et c'est ça qui génère beaucoup de trafic. Et le trafic mondial de l'informatique, c'est 80%. Là, le flux, ce genre de flux avec la vidéo. Alors voilà, donc des chiffres qui sont là, assez impressionnants. De 4 milliards de smartphones, on passe à 5,5 milliards. Voilà. Un truc, voilà. Alors ça, c'est juste un petit truc. En haut, vous avez une bande avec le transport, l'alimentation, etc. Là, avec des couleurs. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est une échelle comme ça qu'on donne aujourd'hui. Et suivant les accords de Paris, il faudrait être à la deuxième bande. C'est-à-dire qu'il faudrait réduire de 10 fois, 20 fois, des fois, de consommation. Bon. On se demande comment on va faire. Je ne vais pas trop explorer ces questionnements-là, mais voilà un petit peu représenter pour dire, voilà, si on veut limiter à 1,5 degré ou 2 degrés, il faudrait avoir dès maintenant le comportement qu'on a eu lors du Covid, alors que tout était arrêté. Seulement, ce virus passant, certainement, on voit bien que voilà, on reprend de plus belle notre activité et encore plus et encore plus. Donc, c'est ce encore plus qui m'interroge toujours dans notre mode de fonctionnement, je dirais dans nos mentalités. Si on s'observe soi-même, enfin, je ne peux pas parler pour vous, voilà, si je m'observe moi-même, je me rends compte que des fois, je fais des choses de plus en plus. Quoi. Je veux de plus en plus. Je me déplace de plus en plus. Je suis, bref, toujours plus, comme vous pourrez dire, certains politiques. Mais ça questionne. Alors, l'impact du numérique, bon, voilà, l'impact sur la 4,2% d'énergie primaire, donc l'énergie électrique, fuel, etc., gaz, 4% de gaz à effet de serre, etc. Mais ça, on rabâche ça
depuis longtemps, c'est assez important. C'est comparable à l'aviation et ça ne fait que croître. C'est un domaine, l'informatique, qui croît plus vite que les autres. Forcément, puisqu'il y en a pas. Donc, je passe ce petit slide. Alors, le numérique, c'est quoi? Sinon, qu'est-ce qui impacte? Alors, j'ai parlé de l'explosion du trafic des données, hein, du stockage. Moi, je préfère parler du trafic, les usages qui augmentent, parce qu'évidemment, donnant la possibilité d'aller plus vite et plus loin, eh bien, il y a des services qui sont très bien. Je pense à la télémédecine, à la chirurgie, où on va pouvoir opérer à distance. On peut opérer avec des réseaux qui sont très rapides, très réactifs, sinon ça ne marche pas. Donc ça, ce genre de service, évidemment, est génial. Après, télécharger un film en une seconde plutôt qu'en 15, bon, c'est plus douteux, quoi. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, 15 secondes, on trouve ça bien, mais quand on va passer à une seconde, on va trouver que dès l'instant où on attendra 2 ou 3 secondes, ce sera insupportable. Donc c'est ça qui est un peu pénible dans notre façon de faire, c'est qu'on s'habitue toujours on s'adapte à tout ce qui se passe beaucoup plus. Donc maintenant, ça a des impacts, on ne peut pas avoir des réseaux rapides et hyper performants et puis pas avoir en contrepartie quelque chose. Donc évidemment, la contrepartie, c'est les impacts, c'est peut-être les ondes, c'est peut-être les personnes qui vont en souffrir. Alors, j'en ai parlé, la prolifération des équipements numériques, l'obsolescence, ça va de pair, on a bien changé, les marketeurs sont assez habiles pour nous faire aimer des choses qui n'existent pas encore, mais on est sûr qu'on va aimer, etc. Donc, on tombe dedans, allègrement, sans s'en rendre compte, et c'est cette perte un petit peu pour moi, mais là, c'est juste mon sens. Ma position, c'est qu'on perd un peu pied, finalement, sur tout ça. On perd un peu maîtrise pour moi. Alors, qu'est-ce qui génère le plus de gaz à effet de serre? Ça, c'est assez intéressant parce qu'on entend souvent, et les médias colportent aussi ce genre d'informations, c'est que les data centers, en fait, ces grands monstres qui représentent des fois des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, on parle de consommation, seraient visés et seraient dans l'œil du cyclone en disant c'est eux qu'il faut accuser parce que c'est eux qui consomment. En fait, non, c'est un peu en trompe-l'œil. Des data centers, il y a quelques-uns dans le monde, quelques-uns, des unités, des milliers d'unités, des dizaines de milliers, mais les terminaux et les objets connectés sont on verra, 100 fois, 200, 1000, 10 000 fois plus nombreux. Donc en fait, l'impact, il se situe plus au niveau de ça, de ce laptop, du smartphone, des objets. C'est là où sont les impacts les plus forts. Parce qu'on va construire ces appareils, ils vont devenir obsolètes, on va les jeter, et les déchets génèrent aussi leur lot de pollution. Donc, les usages en premier, sur la première place, enfin les terminaux sur la première place, le réseau, parce qu'il faut véhiculer tout ça, il faut transiter les informations, et puis en dernier, le data center. Donc, autrement dit, sur une autre vue, là on voit en ligne le bilan de gaz à effet de serre, l'énergie primaire, les ressources halieutiques, l'eau, et en colonne, on a les terminaux, le réseau, le data center. Et on voit que encerclés, 66% des émissions de gaz à effet de serre incombent aux terminaux, 60% de l'énergie primaire, etc. Et on voit que le data center est bien en deçà. Donc voilà, je passe là-dessus. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, vous n'allez pas lire tout ce qui est marqué, parce qu'en petit, il est marqué épuisement des ressources, acidification des sols, etc. Bon, ça, ok. On les retrouve dans les bateaux. Là. Ce qu'il faut voir, c'est que schématiquement, on a 3 phases. Une phase de conception, fabrication, voilà, d'un appareil. Une phase d'usage que j'utilise, voilà, c'est ce que je fais actuellement, j'utilise, donc
j'ai un usage avec de la consommation et j'ai des déchets. Voilà, 3 phases. Très schématiquement, ceux qui spécialisent des ACV, des analyses de cycle de vie, m'en voudront pas, mais c'est très schématique. 3 phases représentant le cycle de vie du produit. Et on voit que en cette ligne rouge, c'est là où les impacts que je disais tout à l'heure sont les plus forts. Parce que il faut creuser, parce qu'il faut extraire, parce qu'il faut déforester, parce qu'il faut utiliser des produits chimiques, il faut utiliser de l'eau, il faut faire tout ça. C'est ça qui est très impactant. L'usage, ici en France, on va dire modéré, puisqu'on a une énergie décarbonée avec le nucléaire. J'arrêterai sur le nucléaire, parce que le sujet, mais aller l'énergie décarbonée, c'est parfait. Sauf la fabrication des usines et des réacteurs. Ça, comme je dis tout à l'heure, la fabrication, ça impacte beaucoup. Mais l'énergie est décarbonée, au final. Et puis, les déchets, ça remonte. Et là, c'est un vrai problème, on ne s'en rend pas tellement compte, mais réfléchissez aux gens comme Elon Musk, je ne sais pas qui, Jeff Bezos et d'autres, qui ont eu l'idée depuis déjà quelques années d'aller dans l'espace pour aller déverser les déchets. C'est-à-dire que face aux déchets qu'on a sur la planète, au-delà de faire du tourisme et de faire du business avec les fusées sur la Lune ou sur Mars ou je ne sais pas quoi, une des intentions premières, c'était d'aller déposer des déchets dans l'espace. Comme ça, on résolvait d'un seul coup le problème des déchets sur notre Terre. Donc, ça veut dire que c'est un problème très puissant. Alors, très impactant pour plein de raisons, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au niveau de la conception, au niveau de la fabrication, que c'est le plus impactant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on veut moins impacter en gaz à effet de serre, le stress, il faut allonger la durée de vie pour construire de plus en plus tard. Voilà pourquoi on dit qu'il faut allonger la durée de vie. Alors, certains éditeurs, certains fabricants, certains constructeurs se jouent de ça pour dire moi, ma version logicielle ne marche plus sur un tel type d'ordinateur, il va falloir changer ma. Sur le smartphone, sur tout ça. Et là, je disais, on perdait un petit peu pied, c'est qu'en fait, finalement, ça devient assez naturel pour des jeunes de changer un smartphone tous les 2 ans. C'est assez naturel pour les autres. Alors, j'ai des jeunes, je stigmatise pas les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui changent tous les 2 ans. Mais pour tous les autres qui ont des ordinateurs, ça devient assez naturel de dire non, ils rament parce que j'ai chargé un logiciel système, je ne sais pas lequel, mais on va le nommer, et puis ça ne marche plus. Quoi. Voilà. Je ne peux plus faire d'Excel, je ne peux plus faire de mail, alors que 20 ans ou 15 ans derrière, j'en faisais avec une ressource qui est évidemment un millier de fois plus moins. Donc voilà, on s'est habitué aussi à ça. Et nous, dans les entreprises et dans l'INR, on s'intéresse à ce sujet-là et on challenge les éditeurs de logiciels. Alors, franchement, les éditeurs de logiciels, c'est ceux qui fabriquent les logiciels, mais ceux qui fabriquent aussi les logiciels système, les Windows, les gens comme ça. Donc, on va les challenger pour essayer d'infléchir ce problème de logiciels qui grossit, qui rend notre matériel obsolète et qu'on change. Mais ce n'est pas Microsoft qui va payer la mission du changement. C'est bien le consommateur, le client qui va faire. Voilà, en dehors du prix, je pense que on s'habitue à des choses qui sont pas tout à fait entre guillemets normales. Alors, dans l'IT, il y a des matériels, il y a aussi des logiciels. Et il y a des gens, il y a des prescripteurs, des donneurs d'ordre qui disent dans les entreprises, concevez-moi tel logiciel pour faire telle chose, etc. Je veux ça, avec un cahier des charges, etc. Donc là, dans notre méthodologie, on s'intéresse à ça parce qu'on sait qu'il y a 56%
d'applications qui sont plus utilisées, qui sont pas utilisées. Donc il y a dans les parcs informatiques, les parcs de logiciels, eh bien il y a souvent 50-60% qui ne sont pas utilisés, mais on a du mal à voir lesquels sont. Donc on a du mal à les enlever de nos systèmes. On parle de déprovisionnement ou décommissionnement. On a du mal à le faire parce qu'on ne sait pas si on n'utilise vraiment ça. Donc ça veut dire que ça encombre nos systèmes. C'est un peu embêtant parce que sur ces logiciels-là, on va faire de la maintenance. On va passer régulièrement, comme on passe sur une chaudière, on va faire des opérations de réflexion, de renouvellement, etc. Et quand on répare, on maintient un logiciel qui ne sert plus, bah, on a des ressources, de l'argent à le faire. Donc c'est pour ça que j'insiste. Quand j'insistais tout à l'heure sur la frugalité, j'insiste au niveau des besoins, de l'expression de besoins pour comment dire, sensibiliser nos prescripteurs, nos clients, nos donneurs d'ordre à demander les vrais besoins. Alors, je vais faire juste référence, une petite référence philosophique à André Gortz ou à Agnès Heller qui ont travaillé fin du XXe sur les besoins vitaux versus artificiels, versus le confort. Ça a été relayé il n'y a pas très longtemps par un sociologue Kecheyan, Razmig Kecheyan, qui a édité un livre là-dessus sur de quoi avons-nous vraiment besoin. Alors, et ça c'est super bien, c'est vraiment intéressant. Et il met en évidence les besoins qui sont essentiels. Alors au départ, c'était essentiel, c'était de manger, dormir, voilà, se cultiver, etc. Bon, et les versus les besoins artificiels qui sont tous les besoins qu'on a. Tiens, je sais bien une robe, ou deux robes, ou je sais pas quoi, ou une voiture, ceci, cela. Donc, j'insiste là-dessus parce que l'expression de besoin, c'est valable dans nous en tant que consommateurs, mais c'est valable aussi dans l'entreprise pour les gens qui disent bah, tiens, tu me développes un logiciel pour faire ceci, cela. D'accord, mais de quoi tu as vraiment besoin? Et puis si tu as besoin, on peut peut-être le développer un peu plus tard pour confirmer que tu as vraiment besoin. Voilà, donc ça, c'est pour nous, c'est la clé. En fait. La clé, c'est déjà de limiter un peu son besoin, enfin pas le limiter pour dire bon, allez, je me serre la ceinture, tant pis, je ne l'aurai pas cette année, je l'aurai l'année prochaine. Ce n'est pas le sujet, mais c'est de dire objectivement, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je pourrais utiliser autre chose? Est-ce que je ne peux pas réutiliser autre chose? Alors, c'est pas d'être, alors là, je reste jeune, c'est pas d'être arriéré ou être has-been de se poser des questions comme ça, mais les questions sur la régénération, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet qui m'est cher, l'aspect de régénération. On dispose d'un patrimoine, d'un potentiel, de méthodes, d'outils, d'intelligence collective, mais souvent on va aller plus loin, on va aller plus rapide, au plus facile. Je le vois dans l'informatique, hein, quand on développe, les développeurs, ils vont sur Internet, ils prennent telle et telle composante, telle et telle librairie, tel et tel framework, et puis ils font leur programme, et voilà. On leur demande de faire vite, ils ont fait vite. Sauf que ils ont assemblé des briques qui n'étaient pas forcément les mieux sentis, les plus sécures, les plus optimales, etc. Mais comme on va aller aussi assez vite, eh bien, on leur demande d'aller vite et eux, ils vont à l'essentiel. Donc, évidemment, ça demande de la régénération, etc. Ça demande un peu plus de temps, prendre un peu plus de temps pour observer ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Alors, là, c'est un petit. Ça représente assez bien la situation. Ensuite, on envoyait sur la Lune une fusée avec quelques octets de mémoire. Et puis aujourd'hui, là, dans l'image 50 ans après, je reviens 50 ans après, en 2018, on multiplie par 171 le poids des logiciels. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On lance TikTok, on lance Slack, on lance juste une application sur le. Bon. C'est vrai que c'est rigolo d'un côté quand on y réfléchit une fois. Là, un petit zoom sur le bilan carbone
d'un groupe bancaire, hein, qui est le mien, pour dire juste que, alors ce sont pas les chiffres qu'il faut retenir, mais c'est la proportion. C'est de dire que le total des émissions du numérique représente, on va dire, un sixième, enfin 18% du bilan carbone du groupe. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, mais demain, en 2025, je n'ai pas fait les projections, mais sans doute on va arriver à 20, 25, etc. Donc, on voit bien une augmentation très, très importante, et on n'est pas une entreprise technologique, on est une entreprise du tertiaire. Donc, mais bon, évidemment, l'informatique, elle est évidemment partout, et c'est pour dire que ça représente quand même un poids, une belle proportion. Et comparativement, les data centers dont je parlais tout à l'heure, c'est 10%. Donc alors, là, je parle un peu de la fabrication. Un smartphone qui pèse 150 grammes, demande beaucoup d'eau, 12 millilitres d'eau pour être conçu, des métaux différents, beaucoup, 60. Des métaux spécifiques comme les terres rares, on parle beaucoup puisque c'est ce qui fait marcher nos voitures électriques et les éoliennes et autre chose. Donc des composants qui sont pas spécialement rares mais qui sont assez diffus sur la planète et qui sont assez difficiles à extraire. Et là, je vous reporte juste au journaliste qui a écrit sur les terres rares, Guillaume Pitron, ses livres et ses émissions qu'il a fait. Je crois qu'il a fait un reportage sur Arte il y a très longtemps. C'est bien fait, c'est bien fait parce qu'il va sur le terrain, en fait. Il va en Chine, il va dans les mines, il va voir. C'est vraiment un journaliste d'investigation qui est très humble, qui est très simple et qui rapporte juste ce qu'il voit, ce qui se fait. Et il l'écrit bien. Souvent, les techniciens, bon, quand ils veulent mettre par écrit, on sent que ce n'est pas des écrivains. Quoi. Mais Guillaume Pitron, il écrit bien, il est clair, et il est accessible. Donc, c'est une bonne référence pour ce sujet-là. En tout cas, il fait autorité là-dessus. Bon. Alors, évidemment, là, il y a quelques photos qui sont un peu dans les mines de cobalt, etc. Effectivement, ça fait peur. Le cobalt, on s'en sert beaucoup dans les. Enfin, je crois que dans les. Ne serait-ce que dans les batteries, quoi. Et puis du Congo, qui est le pourvoyeur à 80% du cobalt mondial, bon, il se passe des choses quand même qui sont assez difficiles là-bas. Et on met ça dans les voitures électriques et voilà. Et j'entendais, j'assistais à une conférence de l'ancien ministre de l'écologie, de François-Biologie, qui disait, je vous raconte une anecdote, je prends 2 secondes pour vous la raconter, parce qu'elle est assez fameuse. Il faisait l'introduction d'une conférence où il y avait Guillaume Pitron, justement, et il disait les gens ne se rendent pas compte, dans la population, ils ne sont pas tous au courant. J'ai rencontré une grand-mère il n'y a pas très longtemps, et elle m'a dit vous savez, monsieur de Rugy, vos voitures électriques, c'est pas si propre que ça. Hein. Et monsieur de Rugy a dit, vous voyez, comme quoi les gens sont mal renseignés, alors que c'est une voiture propre et tout ça. Et Guillaume Pitron a eu ce réflexe, cette présence d'esprit, et aussi cette volonté de lui dire, sauf le respect que je vous donne, monsieur de Rugy, c'est cette dame-là qui a raison. Ça fait acheter un grand froid, mais il l'a dit, mais c'est bien Guillaume Pitron, voilà, quelqu'un de simple, qui dit les choses, alors que beaucoup d'autres, sans doute, se seraient tus face au ministre, et il a dit, et voilà, quoi. Donc, ça veut dire que même ennemi, je n'ai rien contre François de Rugy, hein, du tout, je fais la peine, mais tout ça pour dire que, voilà, si à ce stade, de nos dirigeants, il y a des idées qui sont mal comprises, des principes qui sont mal compris et mal colportés, ça peut faire mal. Alors,
Un petit mot sur le paradoxe de Gibbons, cet économiste du XIXe siècle, donc, qui est connu pour pas mal de choses, mais surtout pour un livre qu'il a commis, qui s'appelle The Coal Question, la question du charbon. Donc, ce Britannique en anglais du 19e a mis en évidence en fait que, en gros, je vais essayer de le faire très simple, à chaque fois qu'on optimise un processus, donc on va dire qu'on fait une économie quelque part, de temps peut-être, d'argent, de ressources, de choses comme ça, mais à chaque fois qu'on optimise un processus, on donne lieu à une prolifération de besoins supplémentaires, parce que ça devient moins cher. Alors, il prend la question du charbon, parce que à l'époque, les locomotives et les usines, quand on les optimisait, ben, on gagnait évidemment en temps, on gagnait en ressources hommes, on gagnait en vie humaine, on gagnait en plein de choses, mais comme on avait optimisé, ça laissait la place à exploiter davantage, voire à construire une deuxième usine, voire à étendre les lignes de chemin de fer, voire etc. Donc, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Je prendrais juste l'exemple de Philippe Biwix, qui est ingénieur, qui travaille depuis assez longtemps sur ces histoires d'écologie et de sobriété et de low-tech. Il a fait paraître en 2014 un livre que vous pouvez lire aussi. Ça a 8 ans déjà. C'est pas Philippe Biwix qui a inventé les low-tech, hein, les technologies basses, hein, un peu sophistiquées, mais il en parle très bien. Donc, ce livre est très facile d'accès. L'âge d'or de low-tech, en 2014. C'est lui qui a dit le covoiturage, c'est très bien. Tout le monde dit on va faire du covoiturage, comme ça, on va moins consommer, mais on va mettre en commun. En fait, on va se mettre à 3 ou 4 par voiture plutôt que 1, ce qui serait quand même le plus judicieux au niveau de la rentabilité. Mais il démontre, alors c'est assez croustillant, mais il démontre que finalement, le covoiturage, quelque part, génère ce paradoxe de Gibbons, parce qu'il incite les gens à plus prendre leur voiture, alors que certains seraient restés chez eux pour faire de la visioconférence, d'autres seraient venus en train, mais comme quelqu'un prend sa voiture et qu'on partage, bah finalement, oui, et puis en plus on a des frais, on est défrayé, donc ça génère plus d'activité sur la route. Voilà. Je ne peux pas donner ma position là-dessus, je pense que c'est une question intéressante de montrer que le paradoxe de Gibbons se niche là où on ne l'attend pas. Alors, pour un exemple un peu plus prosaïque sur les véhicules, sur les voitures, pour les voitures consomment, on a fait d'énormes progrès sur les véhicules, sur les moteurs, et ils consomment très très peu, sauf que comme ils consomment très très peu, on a profité pour les alourdir. On les a bardés d'électronique, de capteurs, de batteries, tout ça. Donc maintenant, on a des véhicules qui pèsent 1,5 tonne à 2 tonnes. Voilà. Et on transporte toujours une personne dedans, des fois une petite famille. Donc finalement, le fait d'agrandir la voiture fait que la consommation a cru, mais comme elle était tombée basse, et elle est toujours au même niveau. C'est toujours 6 litres ou 7 litres. Bon. Voilà le paradoxe de Gibbons. Je prendrai d'autres exemples à foison, mais je ne vais pas faire une conférence sur le paradoxe de Gibbons, mais ça veut dire que dans l'informatique, c'est important quand je vous dis, dans l'informatique, si on a une démarche numérique responsable pour diminuer le nombre de machines, etc., économiser sur les logiciels, économiser sur les données, etc., être bien optimal, bien efficient sur toutes les ressources, rien ne nous dit que cette action-là, qui a l'air vertueuse comme ça, ne va pas elle-même générer un effet rebond, c'est l'autre nom du paradoxe de Gibbons, un effet rebond qui va multiplier les usages, multiplier les envies, multiplier les besoins. Donc, c'est assez perturbant parce qu'on travaille avec nos dirigeants qui nous demandent d'être optimal, efficient, et peut-être qu'on est en train de travailler pour accentuer ce phénomène. Si je suis clair, mais ça veut dire que toute action qu'on mène pour optimiser, et finalement, derrière, c'est passive.
L'obsolescence, j'en ai parlé un peu. Alors, l'obsolescence, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, mais l'obsolescence marketing, l'obsolescence dans tous les styles, les obsolescences par incompatibilité. Voilà, j'ai bientôt pu avoir de crise sur mon ordinateur, et comment je fais avec mes oreillettes qui sont filaires. Bon, bah, là, elles sont devenues obsolètes, parce que le Bluetooth va gagner et on aura plus ça. Bon, voilà, donc un tas d'obsolescence, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. C'est aussi là-dessus que travaille le gouvernement, puisque la loi Rennes de novembre 2021, qui est toute récente, elle met l'accent sur l'obsolescence. Elle commence à demander des comptes à des entreprises, des constructeurs qui auraient une durée de vie pas très longue, et ils mettent aussi l'accent sur la réparabilité. Voilà, donc c'est le sens. Bon, les impacts des déchets, je passe, mais très peu, ce qu'il faut retenir, c'est que très peu sont recyclés. Je parle des déchets électroniques. Bon, même si on va même si on va en déchetterie et qu'on met dans le bon bac, à notre pile, dans le truc, et le bon, je sais pas quoi, smartphone, bon, en fait, derrière, il y en a très peu qui sont réutilisables, parce qu'il faudrait extraire. On extrait des fois l'or, des métaux comme ça qui sont assez précieux, mais c'est très difficile d'aller récupérer des terres rares qui sont dans quantité infinitésimale. Malheureusement, c'est vraiment pas du coup productif, et les mines urbaines, comme on peut espérer pour remplacer les mines naturelles, les mines urbaines, c'est donc tous nos déchets dans les déchetteries. Voilà, c'est ça la mine urbaine. Bon, bref, on est encore loin de tirer toutes les promesses de ce potentiel. Et puis, je dirais que si on arrive à extraire, etc., ça veut dire qu'on va mettre de nouveaux procédés en cours, de nouvelles machines, de nouvelles énergies, etc. Donc là, voilà, je parlais un peu d'effet rebond. Je me demande après si le fait d'optimiser, de récupérer, ne va pas encore générer, pas à la périphérie, d'autres systèmes de consommation. C'est un peu vicieux quand même. Voilà, j'ai terminé, quasiment, je crois. J'ai quelques ressources que vous pourrez trouver là, dans le fichier qu'on va vous transmettre, où là, je vous ai mis un QR code pour flasher si c'est plus facile. Quelques MOOC qui ont été faits par l'INR, donc sur la sensibilisation, sur les responsable. Un MOOC de France Université Numérique, je crois, FUN, qui fait aussi un très bon MOOC récent sur l'impact du numérique. J'ai eu la chance d'enregistrer un petit podcast sur la sobriété et la sobriété avec Béatrixis. Béatrixis, qui est une entité de BPCE, que vous pouvez écouter si ça vous intéresse. C'est un échange avec un journaliste sur le numérique responsable, et sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qui est important. Bon, moi, j'ai choisi tout ce qui est aspect fidélité, parce que je pense que ça part de là. Après 2-3 slides qui disent pourquoi c'est pas une option d'aller vers un numérique responsable. Parce que si on passe de 2020 à 2035, on voit qu'on multiplie par un coefficient donné de 2 à 3 les ressources. Bon, voilà. Il faut s'y intéresser, je dirais qu'on s'intéresse à cet aspect responsabilité dans le numérique, on s'intéresse à notre consommation de produits alimentaires. On regarde s'ils viennent de la région, on regarde s'ils viennent du Pérou ou de l'Afrique du Sud peut-être. Et puis, voilà, tout geste de consommation pour moi revient au même finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut privilégier des choses proches de chez nous? Est-ce qu'on est pour l'économie circulaire? Est-ce que pour la récupération, ça? Ouais. Donc pourquoi investir? Pour réduire les effets de serre. Alors là, ça s'adresse à l'entreprise. Améliorer la QoS, la qualité de service, le
NPS, en français, c'est le score, c'est une note promotionnelle pour un produit, voilà, qu'on va pouvoir vendre et pouvoir discuter. L'efficience, l'attractivité, etc., la réglementation, bien sûr, je ne dis pas. Et pour conclure, je suis pas très en avance, des mots importants pour moi, l'expression de besoin, donc l'expression de besoin responsable, donc, entre guillemets, mesuré, frugaux. Alors, frugalité, je ne veux pas faire peur, mais les épicuriens, en l'an, je sais pas, 100 avant Jésus-Christ, la frugalité est un maître mot pour eux. Je parle bien des épicuriens, c'est-à-dire des gens qui profitaient vraiment de la vie, de ce qu'ils avaient, de ce dont ils disposaient. Mais à côté de ça, ils savaient que ne pas être trop exigeant sur quelque chose leur permettait d'apprécier mieux d'autres choses. Donc, voilà, c'est pas un mot qui vient de l'ambiance décroissante ou autre, hein, c'est bien au-delà de ça. Équilibre low-tech, high-tech, je n'en ai pas parlé, mais je pourrais en parler si un jour vous êtes intéressé, puisque je fais une expérimentation sur la low-tech. Alors la low-tech, on va dire que c'est l'opposé de la high-tech, donc c'est la technologie peu sophistiquée, simple, accessible, qu'on peut mettre en place dans la nature, qu'on peut mettre en place partout. Et moi, j'essaie de la mettre en place dans l'informatique pour voir comment ne pas systématiquement aller chercher des ressources neuves, des matériels neufs, performants, dernier cri, etc., pour faire fonctionner des logiciels. Très rapidement, on verse vers les personnes qui sont plus en difficulté, pour des raisons de handicap, pour des raisons d'inhabilité électronique, pour des raisons d'électronisme, parce qu'on va leur permettre d'avoir, avec leur matériel, dans des conditions des fois plus satisfaisantes au niveau réseau, on va leur permettre d'utiliser leur vieux matériel avec des choses simples, des interfaces simples, mais efficaces, quoi. Et qui sont pas compliquées, qui sont accessibles, etc. Donc voilà, une partie de la low-tech pour laquelle j'expérimente aujourd'hui un site pour les caisses d'épargne, mais je vous en parlerai si vous voulez plus avant une autre fois. Et puis voilà, l'éco-conception de l'accessibilité. Donc ça, évidemment, l'accessibilité pour les handicapés, mais pas que, hein, je viens d'en parler. L'éco-conception pour être sûr d'avoir des bonnes ressources au bon endroit et pas avoir une gabegie de ressources alors que je n'ai pas besoin. Ça se paye quelque part. Et puis l'aspect régénération, c'est aussi un sujet qui m'est cher. La façon de renouveler, de réinventer, de revitaliser, de reconstituer, de réparer. Voilà, cette mouvance de voir ce qui existe autour de nous, de se poser et de voir qu'on peut peut-être faire quelque chose avec ce qu'on a déjà, c'est notre objet de courir à droite, à gauche, à la course à l'armement, en tout cas au niveau des moyens informatiques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop confus, trop ennuyeux sur le sujet. J'ai suivi un peu les slides sans être fidèle, mais vous les retrouverez dans vos boîtes de lettres. Merci. Merci. Si vous avez des questions, alors, c'est un micro qui est là, qui peut circuler. Je peux parler sans micro? Ouais. Oui, là, si on ne peut pas faire. Moi, j'ai une question. Vous dites que dans l'Institut du numérique responsable, vous essayez d'infléchir les constructeurs logiciels pour les questions liées à l'obsolescence. Mais en fait, est-ce que vous avez des leviers là-dessus? Est-ce qu'il y a une législation? Vous parlez de la loi REIN. Est-ce que cette loi concerne aussi les logiciels ou que le hardware? Pas seulement l'INR, mais aussi l'INR à travers aussi à travers le SIGREF aussi. C'est une démarche, celle-ci particulièrement, est d'origine du SIGREF, le SIGREF dans lequel l'INR et plein d'entreprises évidemment adhèrent,
Et il y a un groupe de travail là-dessus, en fait, sur cette partie qui va adresser directement les gens qui sont les éditeurs hein, des logiciels ou les constructeurs, hein, mais plutôt ces éditeurs. C'est le logiciel qui nous fait changer de matériel. Vous avez compris, hein, le matériel, vous avez un Windows, je ne sais pas quoi, je ne sais pas lequel, 1995, on va dire, il marche encore pour faire de l'Excel et pour faire la majorité des actions qu'on fait aujourd'hui. Sauf que c'est le logiciel de base, le logiciel système et les autres logiciels qui nous font changer. Donc, à travers le SIGREF notamment, donc là, il y a un poids parce que des informatiques de grandes entreprises, à travers l'INR qui fédère pas mal de grosses entreprises, et pas que, hein, des régions, des entreprises, des ESN. Hein, les ESN, c'est des boîtes de services, hein, comme on l'appelait il y a quelque temps. Donc, les entreprises, les ESN, les collectivités territoriales, tout ça s'appelle la masse. Alors, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on agit un peu avec ces leviers-là. Et appuyé aussi par la loi REM qui travaille sur l'obsolescence. Peut-être l'obsolescence davantage sur le matériel aujourd'hui, d'accord, parce que la loi REM reste plus sur le matériel, mais c'est un cheminement, quoi. Au départ, avant la loi REM, il n'y avait rien sur la réparabilité, enfin, sur l'obsolescence. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, on essaie d'appuyer avec la masse de personnes, des boîtes, aussi des grosses boîtes hein, qui viennent, du 40 ou d'autres pas, pour réfléchir un peu. Mais c'est difficile, hein, c'est pas... Mais on y travaille avec les achats notamment. Donc on a fait un avec l'INR sur le guide des achats responsables pour la direction des achats de l'État. Voilà, la direction des achats de l'État qui travaille sur ce sujet-là, qui adopte aussi ce genre de livre. On progresse doucement. Je vais rebondir par rapport à la question précédente, parce que justement, je voulais poser une question autour de cette obsolescence des programmes. Et finalement, là, on parlait de la réglementation, mais il y a une perte financière pour les constructeurs de ces appareils, de ces terminaux, puisque finalement, si on les change moins souvent, on va moins dépenser, donc ils vont moins gagner, donc ça va à l'encontre de ce que vous décriviez au tout début, cette augmentation, cette croissance infinie, alors que les entreprises ne le sont pas. Et du coup, est-ce qu'il y a des leviers là financiers est-ce que ça se repercute dans le coût, le prix en fait des appareils qui devraient coûter un peu plus cher, mais qui permettront de prendre en compte cette finitude des ressources? La question est excellente, et ça s'applique aussi à d'autres domaines. Est-ce qu'on paye aujourd'hui assez cher une banane qui vient de Martinique ou un avocat qui vient du Pérou? Est-ce qu'on paye assez cher nos vêtements qui sont fabriqués? Non, on ne paye pas assez cher, on paye pas assez cher l'énergie, on s'est habitué, parce que, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais plus on produit en masse, plus évidemment il y a des effets, des économies d'échelle qui sont importantes. Et on produit de plus en plus, je ne parle même pas des matières qu'on prend de la nature, etc. Mais donc on regorge de produits, nos propres armoires, vous le savoir. On n'a pas besoin de viser qui que ce soit, mais on est tous concernés, quoi. Donc, je pense qu'on ne paye pas assez cher. On ne paye pas assez cher les services informatiques, on ne paye pas assez cher les matériels informatiques. Et dire qu'on va réussir, je ne vais pas prétendre qu'on va réussir à infléchir Microsoft pour qu'il change de version ou qu'il propose des versions plus allégées, plus adéquates, plus idoines aux clients. Non, je ne sais pas qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on va réussir
renverser un système consumériste et capitaliste, en fait, quand même, comme ça. Je ne pense pas au grand soir de la question, je ne pense pas à la révolution. Je ne pense pas que ça soit même une solution et que ça soit envisageable. Je pense qu'il y a des états d'esprit à changer. Je pense à chacun d'entre nous. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau dans l'association et dans les entreprises, de changer, puis éveiller, puis de faire prendre conscience de choses. Mais je ne sais pas si, j'ai pas répondu, mais je ne sais pas si on va y arriver, mais on est obligé de tenter des choses, quoi. Et en tout cas, je pense qu'on ne paye pas assez cher beaucoup de choses. Et on s'est habitué à avoir des produits pour 3 fois rien, et du coup, on en change très facilement parce qu'un t-shirt à 1 euro ou 2 euros, même si c'est une lessive, peu importe, on en achète un autre. Donc, pour l'informatique, ça ne peut pas. S'il y a des questions. Maintenant, il n'y a plus de questions. La question porte sur un forêt center qui va se construire en fait, un projet en tout cas, aux Ulysses. Et je ne connais pas tout le projet, mais apparemment, il a prévu de pouvoir réutiliser en fait l'énergie, enfin la chaleur, parce qu'il faut refroidir et de pouvoir donner en fait, enfin rendre cette chaleur à d'autres. Par exemple, des agriculteurs qui voudraient l'utiliser pour des serres, sauf qu'il n'y a personne qui est intéressé autour. Du coup, est-ce que l'INR regarde ce genre de choses? Est-ce que l'INR peut donner des préconisations ou c'est hors cadre et est-ce que du coup, c'est pas encore un standard en fait, je connais la référence de l'INR, mais il est utilisé, il commence à être utilisé et à être regardé dans les grands groupes, mais pas forcément fait de façon très encore étendue dans les entreprises. Bon, je vais essayer d'être court. Je dirais que l'essence de l'INR, c'est la partie software, c'est la partie conception des produits. Parce que depuis très longtemps, les personnes qui travaillent dans le data center sont plus avancées. On pris conscience très rapidement des architectures pour séparer les allées froides, les allées chaudes, etc., pour avoir des serveurs optimisés, des onduleurs optimisés, etc. Donc, quand on est arrivé sur le sujet, en fait, on ne pouvait pas trop leur en apprendre. Hein. Ils ont un code of conduct, un code de bonne conduite qui date d'il y a moins 20 ou 25 ans, peut-être plus, et ils sont très avancés. Donc, je dirais que on ne peut pas trop leur en apprendre. Ils sont très utilisés d'ailleurs, les chiffres fonds, les chiffres de PIE, enfin qui indiquent que l'efficience d'un data center, elle est souvent très bonne. Donc déjà, après je dirais, alors là je vais donner un peu ma position en tant qu'INR, parce que je travaille avec l'INR aussi, mais ma position aussi personnelle, c'est que ce fait de récupérer de la chaleur fatale, de récupérer, de remettre dans les réseaux, chauffer une piscine, de mettre des ordinateurs chez les gens avec des fabricants qui récupèrent, qui participent à la vie de data center avec des radiateurs qui sont des ordinateurs en fait. Je dirais que c'est bien, enfin je veux dire, c'est bien de le faire pour que ce soit perdu autant que ce soit récupéré. Après, il faut voir ce que ça implique. Les infras qu'il faut faire pour emmener le gaz chaud
dans la piscine, voilà, la maintenance qui va falloir prévoir, les travaux, voilà, la maîtrise du truc, la technologie, tout ça pour gagner. Voilà. Donc, honnêtement, on ne travaille pas trop là-dessus encore. Je ne sais pas si on le fera. On travaille plus sur la phase plutôt amont. C'est-à-dire, si le data center existe, c'est parce que j'ai un logiciel que j'ai à mettre dedans. Donc, je vais agir sur le logiciel pour qu'il soit le plus éco-conçu, le plus sobre, le plus petit possible, pour avoir à moins construire de data center et moins de faire de réseau. Donc, ma réponse elle est un petit peu, elle n'est pas satisfaisante, mais pour l'instant, on ne travaille pas dessus parce qu'on préfère travailler en amont pour éviter de générer justement ces effets. Et si on parlait de l'effet rebond tout à l'heure, je ne sais même pas si le fait d'exploiter ces ressources ne tendrait pas les data centers à produire de plus en plus. De toute façon, ils ont une vertu au final qui est de redonner de la chaleur. Il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi le matériel dedans, il y a aussi l'électronique, la fabrication, les matières, tout ça. Pas trop fan de cet axe-là. S'il faut y aller, on ira, mais on écoute aussi les tendances du marché. On vous écoute, vous, à la poste ou autre, mais pour l'instant, c'est pas trop notre terrain de jeu. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je conseille à tout le monde les deux petits MOOC, celui de 30 minutes et celui de 4h30. Enfin, dès qu'on me pose des questions sur le numérique et l'impact du numérique, je dis allez voir ça, puis on en reparle. J'avais une question sur, je ne sais pas très bien comment la formuler. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à travailler en mode dégradé lorsque les conditions deviennent extrêmes? Voilà, est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Alors, j'aimerais dire oui, mais en fait, je ne peux pas dire oui parce que le fait est que tout est devenu de plus en plus disponible. On a ce qu'on appelle des clouders, donc des gens des boîtes comme Amazon, Salesforce, Microsoft, Google, etc. OVH, je ne dis pas les français, qui proposent des services depuis quelques dizaines d'années, 10-20 ans, à tous les niveaux, avec une granularité qui est très fine. On peut quasiment acheter un composant, enfin un service, et on peut acheter une plateforme, enfin on peut louer une plateforme. Donc la technologie a fait que la disponibilité, elle est totale. Mais ça ne va pas tenir. Pour l'instant, ça tient. Mais je veux dire, on ne peut pas dire dans une utopie, bon, on va travailler en mode dégradé parce que comme il y a 25 ans en arrière, on n'était pas à l'abri d'une chute de tension, on n'était pas à l'abri d'une chute de je ne sais pas quoi, d'un matériel tombant en panne, etc. Mais tout est redondé maintenant. Vous entendez par là, tout est dupliqué pour que si machine tombe en panne, une autre prenne le relais, et si elle n'est pas là, une autre à 500 km ou à 10 000 km pour le relais, les réseaux sont interconnectés, etc. Donc, on ne peut plus prétendre, enfin, aujourd'hui, on ne peut plus prétendre, on ne peut pas demander aux développeurs de dire, bon, maintenant tu vas développer comme ça, parce que si jamais telle capacité tombe, ou telle ressource tombe, là, comme ça, ton truc, il va marcher. C'est plus possible. C'est plus du tout entendable. Et de toute façon, les clients que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, de toute façon, ne supportent plus d'avoir des interruptions, ne supportent plus d'interroger à 3h du matin leur compte en banque et trouver qu'il y a une maintenance à ce moment-là. Amazon, je n'en parle pas. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, je ne vais pas éluder votre question quand même. Par contre, quand j'ai parlé de low-tech, de technologies qui sont peu sophistiquées, qui ne sont pas forcément hyper sophistiquées. On a besoin, des fois, d'une sophistication. On a besoin d'un réseau. On a besoin d'un smartphone. Je ne nie pas ça. Mais on n'a pas forcément besoin de composants qui sont très riches et qui ramènent des milliers d'informations dont j'ai besoin que d'une ou deux. Parce que dans la banque, ça se fait. J'ai besoin d'un numéro de compte, ou voilà, on va faire simple, d'un nom. Je vais envoyer une requête sur
un composant que j'ai acheté ou que j'ai récupéré sur Internet, par exemple, ou que j'ai développé, ou je sais pas quoi, c'est rapide, et je ramène 1000 informations alors que j'ai besoin d'une seule. 5. Donc, on peut agir sur ça. Moi, je vais agir sur le fait de combiner la high-tech qui est là, qui est sous-jacente. De toute façon, on va pas dire ah non, c'est fini, plus d'ordinateur, je reprends, je sais pas quoi, ou boulier chinois, ça n'existe pas. Il faut être conscient quand même. Mais on peut l'adapter avec de la high-tech. Et Navier Raju, je l'ai pompé, j'ai été influencé par lui. Il appellerait ça la wise tech. Wise comme sage, approprié, adéquate. Donc voilà, la wise tech, moi je trouverai un petit article que j'ai fait sur Internet là-dessus, bon, très très léger, mais qui est une combinaison en fait de la low tech et de la high tech. C'est-à-dire, si j'ai besoin de la high tech, ben, je l'utilise, obligé. Mais par contre, si je n'en ai pas besoin, hein, est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller à la boulangerie qui est à 50 mètres? Non, je vais peut-être prendre mon vélo. Bon, c'est pareil pour l'informatique. Si je veux besoin d'un monstre pour faire quelque chose, bah, je vais prendre quelque chose que je maîtrise mieux, qui est plus simple, qui est plus amorti, que je gère mieux en plus. Il y a une question de perte d'ingénierie aussi, quand on utilise des choses qui sont du marché, je prends d'Internet, et qu'on ne maîtrise pas. On perd la connaissance, on perd la substance, on perd la culture. Et dans nos entreprises, comme dans toutes les autres entreprises, on ne trouve plus quelqu'un qui maîtrise un processus bancaire. Parce que c'est devenu tellement atomisé que personne ne sait. Donc chacun est spécialiste d'une petite parcelle. Donc moi je pense que je préfère regrouper les gens dans une intelligence collective et dans un mode coopératif pour mettre en commun, réutiliser ce qui peut l'être, qui peut être moins cher, gratuit, et maîtriser au final mon produit que je délivre. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, c'est par la low-tech, c'est pour le changement d'état d'esprit, c'est par la réalité qu'on peut réfléchir à. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'il est 14h et qu'il faut qu'on libère un fil. Merci beaucoup, Philippe. Merci mille fois. Merci à vous.